Investissement immobilier, 13 erreurs à surtout éviter. Hello et bienvenue dans cette vidéo, c'est Julien, je suis ravi de vous retrouver. On va voir aujourd'hui les 13 erreurs à absolument éviter si vous voulez faire de bons investissements immobiliers bien rentables. La première de ces erreurs est donc de surestimer votre capacité de financement. Et ça, c'est complexe. Parce qu'il ne suffit pas d'aller voir votre banquier et d'y demander à combien vous êtes finançable ou d'aller voir un courtier et d'y dire c'est quoi votre capacité de financement. Parce que ils vont vous donner un chiffre qui bien souvent est en lien pour un investissement en tant que résidence principale. Et donc nous on veut un chiffre en tant qu'investissement locatif, d'accord, qui va avoir donc des recettes immobilières qui vont être considérées dans l'équation. Et si vous n'avez pas de biens et de projets, c'est difficile d'y dire que vous aurez 2000, 3000, 4000 ou 1500 euros de loyer en plus à considérer dans l'équation. C'est complexe si vous n'avez pas le projet et c'est complexe surtout si vous n'avez pas les bons contacts parce que malheureusement, 90% des banquiers sont habitués à faire des résidences principales ou de l'assurance vie et ce n'est pas des investisseurs immobiliers. Donc surtout, anticipez bien la définition de votre capacité de financement si vous investissez seul, à deux, en couple, avec des associés, parce que ça change la donne et ça serait dommage de travailler plusieurs mois et au final avoir des refus de prêt. Quand les personnes arrivent au sein de l'école des investisseurs, la première des choses qu'on leur fait faire, c'est de définir leur capacité de financement avec des banquiers partenaires qui, eux, vont avoir cette agilité pour aller chercher des capacités de financement en mode investisseur selon vos revenus, votre situation et selon donc les futures recettes locatives générées par le projet immobilier. La deuxième erreur très fréquente, c'est donc de sous-estimer le montant des travaux. Et alors là, c'est dramatique parce que si vous faites des travaux de rénovation, c'est pas comme le neuf. On peut avoir de mauvaises surprises. On tombe au mur, il faut prévoir du réagrégage sur le sol. Ça arrive assez souvent. Et si c'est mal anticipé, au final, vous devez rajouter de l'argent de votre poche. Pire, vous devez rajouter de l'argent de votre épargne ou du cash flow qui a été généré. Ou vous allez utiliser le cash flow généré par du coup le différé bancaire. Alors que cet argent, il aurait pu être utilisé pour vous à d'autres fins. Anticiper et surévaluer du coup les devis qui vous sont donnés. Souvent, on prend 10-15% de marge pour pallier à ces mauvaises surprises. Et surtout, travaillez avec du coup de bons partenaires. Si vous ne les connaissez pas, entourez-vous des bonnes personnes. Au sein de l'école des investisseurs, par exemple, on a des accords cadres nationaux avec des entreprises tout corps d'État, ce qui facilite fortement la relation de confiance et la réalisation de chantiers partout en France dans les délais et au budget défini en amont. Ça lève de nombreuses contraintes. Troisième erreur, choisir le mauvais régime fiscal. Et là aussi, c'est fortement dommage. Vous avez trouvé un bien, vous avez obtenu le financement, vous avez géré les travaux avec plus ou moins de succès et vous avez vos locataires en place et tous les bénéfices partent en fumée si vous êtes sur le mauvais régime fiscal. Alors, il ne suffit pas d'être, par exemple, en meublé. Le foncier, on commence à comprendre que c'est des stratégies à éviter. Mais dans le meublé, on va aussi avoir le micro, le réel, le LMNP, le LMP ou les SCLIS. Il y a pas mal de discussions en ce moment. Il y a à l'heure actuelle rien de voté encore concrètement, mais tout ce qui est micro avec des abattements allant de 71% à 50% et puis 30%, ça va changer le résultat. Donc mettez-vous de manière généralisée, si je puis dire, autant que possible au réel, de façon à vous assurer du coup de minimiser l'impôt. Quatrième erreur, sélectionner le mauvais bien. Et alors là, il y a plein d'erreurs possibles. Je ne pourrais pas toutes les énumérer, mais s'il y a des champignons, typiquement, il faut faire des diagnostics. Si c'est de la mérule, c'est complexe parce que potentiellement, vous allez la traiter et vous n'allez plus voir de champignons de mérule pendant les 2, 3, 4 prochaines années, mais ça peut toujours revenir. D'accord? Donc c'est complexe, surtout si c'est dans les caves, parce qu'on dit que la mérule, ça vit avec l'humidité. Mais comment supprimer l'humidité dans des caves? C'est un peu complexe. Même si on met les bonnes aérations, etc., ça peut toujours revenir. Voilà, il y a plein d'erreurs possibles, inimaginables, qui sont liées au bien intrinsèquement. Donc, attention, toiture, charpente, la structure, les fissures, ce type d'erreur, ça coûte très, 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 très cher. Donc, attention au type de bien que vous sélectionnez. Tout est rattrapable par les travaux, mais il y a certains travaux qu'on ne veut pas faire parce qu'ils coûtent très cher ou ils prennent très longtemps. Ils demandent des autorisations, il faut du matériel, des échafaudages, etc. C'est long et complexe. Cinquième erreur, mal étudier la localisation. Et là aussi, c'est très
subjectif parce que potentiellement, vous allez visiter le bien en pleine journée, un lundi, un mardi en semaine et tout se passe bien. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe le soir, la nuit, le week-end? D'accord? Donc ça, il faut le considérer. La localisation, c'est ce qui va vous permettre donc de faire de bonnes affaires à l'achat, à la revente. Mais si vos locataires ne sont pas à l'aise parce que c'est risqué, parce que potentiellement, vous ne le savez pas, il y a une nourrice qui se met juste à côté pour vendre de la drogue, ça fera partir vos locataires. Vous allez avoir de mauvais commentaires sur les sites de réservation. Donc, la localisation doit être parfaitement étudiée et sécurisée. 6e erreur. Surestimer les loyers ou surestimer les recettes en location courte durée, que ce soit différenciant, haut de gamme, classique. Voilà. Si vous pensez que vous allez louer 100 € la nuitée sur une vingtaine de nuits, ce n'est pas simplement une pensée que vous devez avoir, c'est un fait en fait qui doit être confirmé. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de sites, les plus connus étant AirDNA, qui vous donneront des moyennes de taux de remplissage et des moyennes de prix à la nuitée. Sur la totalité des appartements qui sont disponibles dans les villes, c'est bien, ça vous donne des ordres de grandeur. Mais nous, ce qu'on veut, c'est plutôt savoir le prix de la nuitée pour l'appartement en question, de sa surface, d'un T2, d'un T3, okay, ou d'un studio. Et d'ailleurs, on veut savoir s'il a été loué, meublé, rénové, haut de gamme ou pas. Voilà. Et pendant combien de temps? Parce que mettre des prix bas, c'est facile à le remplir, mais ça ne va pas vous donner de la marge. Donc, il faut rentrer là aussi dans des études de marché beaucoup plus affinées pour avoir réellement des loyers ou des recettes locatives contrôlées, vérifiées, sécurisées. 7e erreur, choisir le mauvais locataire ou le mauvais client. Et ça, c'est dramatique parce que si vous faites rentrer quelqu'un chez vous avec un contrat, un bail et que du coup, au final, il ne vous paye pas ou il vous dégrade à l'appartement en location longue durée ou pire en location courte durée, au final, c'est de l'argent de votre poche que vous allez devoir injecter pour résoudre les problèmes. Alors oui, il existe des cautions, il existe des assurances, mais ça prend du temps et vous allez potentiellement récupérer ces sommes, mais à un moment donné, il va falloir quand même injecter de la trésorerie pour récupérer du coup un appartement décent que vous allez pouvoir louer et exploiter de la manière que ça a été pensé au départ. Et même si vous déléguez, ne pensez pas que c'est l'agence qui va avoir la responsabilité, que ce soit de la longue durée ou des réservations reçues via des sites de réservation en ligne type Airbnb, Booking. Si vous acceptez ces réservations, si l'agence de location vous dit est-ce que vous acceptez ce dossier, c'est vous qui en avez la responsabilité. Donc là, chaque location longue durée, chaque réservation en courte durée doit être réfléchie, acceptée, étudiée de façon à minimiser les risques. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas éviter le risque à 100% en totalité. Ce que vous pourrez faire, c'est donc prendre ces fameuses assurances et garanties de façon à récupérer l'argent des dégâts s'il y a des dégâts et au mieux étudier les dossiers, les demandes de réservation pour minimiser ces risques. Mais ça fait partie du deal. 8e erreur. Choisir le mauvais gestionnaire, que ce soit là aussi en longue durée ou en courte durée. Par exemple, une agence immobilière qui vous dit « moi, je vais prendre que 6% de frais de gestion et j'ai une super GLI à 2%. » Magnifique, c'est la moins chère que vous avez trouvée par rapport à votre étude sur les biens à mettre en location longue durée. C'est génial, c'est la moins chère. Sauf que X mois plus tard, les biens ne sont toujours pas loués. Pourquoi? Parce que potentiellement, ils font des économies et ils ne publient pas sur les sites d'annonces classiques tels que Le Bon Coin. Ils vont se limiter à publier sur leur site d'agence en direct pour faire des économies parce que c'est payant que de publier sur Le Bon Coin. Ce type d'erreur a une conséquence pour vous en fait parce que ça met plus de temps à louer parce que n'importe qui cherche du coup un bien va directement sur Le Bon Coin. Ils ne vont pas penser à aller voir le site de l'agence Citia ou Foncia de la ville en question. D'accord? Donc, voilà, là, attention. Et c'est la même chose en courte durée. En courte durée, si vous prenez le mauvais gestionnaire, potentiellement, vos prix ne seront pas maximisés. Potentiellement, les annonces ne seront pas assez mises en avant. Potentiellement, on pourrait optimiser. Et s'il y a un trou entre deux locations et que vous demandez un nombre de nuits minimum de 3 nuits, on pourrait passer à 2 nuits pour remplir du coup ces nuitées. Voilà. C'est pour ça que, à mon sens, c'est plus intéressant si vous gérez vous-même votre petit business. Je ne vous dis pas qu'il faut aller faire le ménage, mais aujourd'hui, on peut automatiser de nombreuses tâches qui vont vous faciliter le travail et surtout vous permettre de maximiser le retour sur investissement et donc la marge. 9e erreur, mal gérer les délais. Et ça,
ça a une conséquence directe. C'est du cash flow que vous perdez parce que vous perdez des recettes locatives, encore une fois en longue durée ou en courte durée. Donc, anticipez les travaux, les délais, le montage de meubles, même si vous avez un maître d'œuvre, même si vous avez quelqu'un qui vous aide d'expérience, si vous n'êtes pas derrière lui à regarder comment les choses se passent, vous allez perdre du temps et donc perdre de l'argent. Donc, il faut s'assurer que les plannings sont bien anticipés, bien respectés, optimisés, même si dans la vraie vie, il y aura toujours des aléas, il y aura toujours des décisions, il y aura toujours des surprises parce qu'une pénurie de matière ou un artisan malade, bref, ça prend du retard, mais il faut avoir anticipé ce retard. Du moins, nous, c'est ce qu'on conseille encore une fois à nos élèves au sein de l'école des Investpreneurs. 10e erreur, ne pas connaître les règles d'urbanisme local. Et ça, c'est dramatique parce que vous avez trouvé un bien, vous avez fait vos calculs de rentabilité et on vous dit que vous ne pouvez pas créer de logement, ou on vous dit qu'il vous faut des places de parking, ou on vous dit que ce n'est pas possible, il vous faut des compteurs électriques qui ne vous seront pas autorisés parce qu'on ne veut pas de création de nouvel appartement pour des studios, mais c'est possible pour des T4, d'accord? Ou alors on vous dit que vous n'avez pas le droit d'exploiter le bien en location courte durée parce qu'il va falloir des surfaces de compensation. Bref, si vous n'avez pas étudié les contraintes d'urbanisme en amont, vous allez perdre du temps, vous allez être frustré parce que potentiellement vous allez trouver de bonnes affaires et vous allez devoir changer vos plans alors que ça aurait pu être bien anticipé au départ. 11e erreur, on va parler un petit peu moins technique, plus mindset, mais souvent on voit des personnes qui abandonnent trop tôt. Vous abandonnez la recherche parce que vous pensez que ce n'est pas possible d'arriver à générer 1 000 € de bénéfices nets par mois ou vous pensez que ce n'est pas possible de trouver des biens qui vont s'autofinancer. Et donc malheureusement, vous passez à côté vos rêves et c'est fortement dommage. Vous abandonnez l'obtention du crédit si vous avez trouvé le bien. Et là, c'est encore plus dramatique parce que c'est qu'une histoire de motivation. Il ne faut jamais baisser les bras. Tant que vous êtes vivant, tant qu'il y a de l'air, il y a de l'espoir. Donc, un seul oui peut tout changer. Une seule visite supplémentaire peut tout changer. Il ne faut surtout pas abandonner. Ce qu'on recherche, c'est quelque part 1% des biens sans visite, d'accord, sans analyse d'annonce, 30 visites pour 10 offres. Sur ces 10 offres, il y aura un projet qui ira au bout. Il y aura peut-être 3-4 offres acceptées et il y aura des problèmes. Et donc, vous allez garder un projet. Statistiquement, ça, c'est les chiffres qu'on voit au sein de l'école des Investpreneurs. Donc, c'est possible, mais il faut vous en donner les moyens. N'abandonnez pas. 12e erreur. Vous précipitez, vous vouloir aller trop vite, acheter le premier bien, accepter le premier devis, accepter la première offre de financement. C'est dommage parce que en prenant le temps, souvent, vous aurez de meilleurs résultats. Vous aurez mieux pensé, mieux réfléchi, mieux négocié. On fera les choses différemment. Donc surtout, ne pas se précipiter et accepter les premières propositions qu'on vous met sur la table. Et la dernière erreur, celle qui pour moi est la plus dramatique, c'est simplement ne pas oser. Ne pas oser faire les visites, ne pas oser négocier, ne pas oser faire des offres. Okay, ne pas oser parler à votre banquier et négocier. Il faut avoir une certaine répartie, une certaine, je ne vais pas dire arrogance, mais vous devez oser. Vous devez oser créer les actions qui demain vont apporter des résultats différents. Si vous n'osez pas le faire, tout ça, ça va rester que théorique et c'est fortement dommage. Et entre la réalité et le passage à l'action et la théorie, il y a quelques centimètres, d'accord? Donc, osez passer à l'action, faites des offres, négociez, toujours répondez, ne vous laissez pas abattre et ça va bien se passer. C'était Julien, j'étais ravi de vous faire cette vidéo et si vous voulez aller plus loin, vous savez que vous pouvez télécharger les e-books pour passer à l'action de la meilleure manière que ce soit. C'est gratuit, c'est en description de cette vidéo, c'est notre cadeau, profitez-en. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!